Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur l'équipe d'Oklahoma City. Un premier point sur le début de saison de cette équipe du Thunder, un début de saison qui est vraiment moyen pour ne pas dire médiocre. On attendait beaucoup plus de cette équipe, alors certes, on n'a vu qu'une petite vingtaine de matchs, mais c'est déjà le premier quart de la saison régulière qui s'est écoulé, et c'est intéressant de faire un premier point sur ce quart de saison régulière qu'on a vu, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, ou en tout cas pourquoi ça ne marche pas à plein régime, ce qui nous permettra, si ça va mieux dans le reste de la saison régulière, de comparer les éléments qui ont fait la différence. Donc on le disait, un mauvais départ. Après 19 matchs, on a 8 victoires, 11 défaites pour OKC, qui a un moins bon bilan que le Utah Jazz. Nul doute que le projet à l'été 2017 n'était pas tout à fait celui-ci, ou en tout cas pas celui-ci dans ses tout débuts de saison régulière. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette équipe d'OKC, elle s'est imposée quasi systématiquement dans des scénarios de blowout, c'est-à-dire que soit on a une emprise totale sur le match et on joue sur un nuage et on écrabouille tout, c'est ce qu'on a très bien vu par exemple face aux Warriors, soit effectivement, c'est des contextes de match beaucoup plus compliqués et sur les matchs serrés, on n'arrive pas à s'imposer. C'est la seule équipe de la NBA pour l'instant dans ce début de saison à ne pas avoir gagné un seul match qui, sur les 3 dernières minutes, se jouait à moins de une possession, plus ou moins 3 points d'écart. Et puis c'est complètement l'ascenseur émotionnel du côté de cette équipe d'OKC, capable de dynamiter les Warriors et de perdre très lourdement dans les matchs d'après face à Dallas. Donc, qu'est pas ça Qu'est pas ça dans l'Oklahoma? Les faits sont les suivants. C'est la deuxième meilleure défense de la NBA. Donc en défense, tout va bien. Et l'équipe était déjà bonne défensivement la saison passée. C'était de mémoire, je crois, la 10e défense. Et elle est encore très très bonne cette saison. Donc on a réussi à capitaliser sur ces bases-là. Par contre, sur ce début de saison, OKC n'est que la 22e attaque de la NBA. Et quand on pense à l'été d'Oklahoma City, l'arrivée de Paul George, l'arrivée de Carmelo Anthony, souvenez-vous, pour décharger Westbrook du fardeau de l'attaque, Westbrook qui devait tout faire tout seul la saison passée, quand on pense à l'arrivée de ces deux joueurs-là, c'est éminemment pour booster l'attaque. Ce boost, il n'est pas au rendez-vous. On était à 105 points marqués pour 100 possessions la saison passée. On est à 102 points marqués pour 100 possessions cette saison. On a régressé dans les qualités d'attaque. Donc c'est le scénario complètement inverse de ce qu'on espérait qui est en train de se dérouler dans cette équipe d'Oklahoma City. Et quand on regarde effectivement dans le détail le Big Three de cette équipe d'Oklahoma City, on se rend compte qu'en cumulé, il est à 41,5% au tir. Il y a une faillite totale de l'adresse dans cette équipe d'Oklahoma City, et c'est cette faillite qui tire l'attaque complètement vers le bas. Et puis au-delà de ça, chez les 3 stars de l'équipe, on a un repli généralisé des PER. Donc on a des joueurs qui ont perdu en efficacité en jouant ensemble, là où c'est tout l'inverse qui aurait dû se passer. C'est-à-dire que quand vous regardez les stats brutes, effectivement, elles sont un petit peu en repli, parce qu'ils doivent se partager la balle, parce qu'ils vont tenter un petit peu moins de tirs, ils ne vont plus être la star de l'équipe, mais voilà, ils doivent se partager tout ça à 3, donc on a diminution des stats bruts, ça c'est parfaitement logique, mais souvent quand vous avez des additions de stars, il y a un effet d'émulsion, il y a un effet catalyseur, et on va gagner en efficacité en bénéficiant de la contribution, si vous voulez, des autres stars de l'équipe. C'est pas du tout le cas, il n'y a pas du tout d'effet catalyseur entre les stars sur ce début de saison, toujours du côté de cette équipe d'Oklahoma City. Alors, est-ce que c'est vraiment une surprise? Parce que si vous êtes un fidèle de la chaîne, et je ne saurais que trop vous en remercier, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo qui traitait à chaud du trade de Carmelo Anthony vers cette équipe d'Oklahoma City, et dans cette vidéo, j'émettais beaucoup de craintes, beaucoup de réserves. J'arrivais à la conclusion que l'arrivée de Carmelo Anthony, elle posait beaucoup plus de questions qu'elle n'apportait de réponses, et je n'étais pas du tout convaincu que l'équipe
dans le dispositif actuel avec le renfort de Melo, allait être plus forte. Parce que certes, on avait un Melo qui pouvait faire des choses intéressantes, tirer à 3 points, poster, il y avait de la polyvalence, mais il y avait à contrario beaucoup de pertes, des pertes en rebond, des pertes en points dans la raquette, il y avait surtout une complémentarité qui paraissait très peu évidente entre ces 3 joueurs. Bref, il y avait plein de questions qui se soulevaient comme ça avec l'arrivée de Carmelo Anthony. Autant l'association Westbrook-Paul George était très facile à transposer parce que ça allait donner ce que donnait Westbrook-Kevin Durant. Même si Paul George n'est pas du niveau de Durant, ça permettait grosso modo de se projeter avec tous les avantages et tous les inconvénients que pouvait avoir l'équipe d'OKC de l'époque Westbrook-Durant. Avec l'arrivée de Carmelo Anthony, ça me paraissait beaucoup moins, vraiment beaucoup moins évident. Et j'ai envie de vous dire, dans le basket, quand vous avez 2 joueurs majeurs dans l'équipe qui ne sont pas forcément en complémentarité, ça peut passer. Par exemple, du côté des Cleveland Cavaliers, on avait Kyrie Irving, LeBron James. Certes, les deux n'ont absolument rien à voir, mais dans leur façon de jouer, ils n'étaient pas vraiment en complémentarité. Les deux aimaient avoir la balle en main, les deux aimaient jouer sur de l'isolation, mais ça marchait quand même très bien. Et c'est idem du côté des Houston Rockets, si vous voulez, là en ce moment, avec Chris Paul et James Harden. On a 2 joueurs qui aiment exister ballon en main, mais ça marche pas mal. Finalement, les deux arrivent à cohabiter. Et ça marche pas mal. Donc 2 joueurs qui ne sont pas en complémentarité, forcément 2 superstars, peuvent cohabiter, mais là quand vous en avez 3 qui évoluent plus ou moins dans les mêmes registres, ça devient compliqué. Et ça en est tellement compliqué que j'avais noté ça, le 5 de départ de cette équipe d'Oklahoma City, qui est quand même l'unité la plus utilisée, la config la plus utilisée de très loin des configs de cette équipe d'Oklahoma City, ce 5 est à 98 points pour 100 possessions. Donc il a un niveau d'attaque encore moins élevé que le niveau moyen de l'équipe. Donc on a un 5 qui ne tire pas l'attaque vers le haut. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit, qu'est-ce qu'on ne m'avait pas répondu à l'issue de cette vidéo sur Carmelo Anthony? Souvenez-vous déjà, tout le monde annonçait que Sam Presti était le general manager de l'année. Je vous avais dit, on va peut-être attendre de voir ce que ça donne avant de s'enflammer, parce que si on est dans ce raisonnement-là, à ce moment-là, Billy King est le general manager de l'année en 2013, lui qui fait arriver Paul Pierce et Kevin Garnett du côté des Nets. Quand on voit les Nets actuellement, j'ai envie de dire c'était peut-être pas finalement le si bon deal que ça. Et puis beaucoup m'avaient dit non mais attends, ça va pas du tout se passer comme tu nous le dis. Carmelo Anthony va être la 3e option de l'équipe. Il va se concentrer dans le catch and shoot. Il fera quasiment plus d'isolation. Ça sera un joker. Il va être beaucoup plus en efficacité. Je vous avais dit très bien. Ça c'est la théorie. Et je m'inscris complètement dans votre logique. Pour ce qui est de la théorie, sauf que Westbrook, Carmelo Anthony, ça fait une dizaine d'années qu'ils jouent de la façon dont ils jouent. Comment ils vont réussir à se réinventer? Comment ils vont réussir à transformer leur jeu pour faire en sorte que finalement, ensemble, ils arrivent à jouer? C'était toutes ces questions-là qu'on avait en tête et malheureusement, eh bien, on n'a pas encore vu les réponses sur ce début de saison. La première problématique, les raisons d'un mauvais départ, pourquoi? La première problématique, c'est l'attaque. Évidemment, c'est l'attaque. L'attaque, elle n'est pas du tout au niveau sur ce début de saison. Regardez la shooting chart du Thunder, regardez, il y a beaucoup de bleu, voire du bleu foncé, c'est-à-dire des pourcentages de réussite des différents endroits du terrain qui sont très en deçà de la moyenne NBA. Et puis il y a une répartition des tirs pris qui est un peu incohérente. Je m'explique. Cette équipe d'Oklahoma City, c'est la 5e équipe de la NBA qui tente le moins de tirs à moins de 3 mètres du panier. Donc le panier, il est là, en gros, c'est l'équipe de la NBA, la 5e équipe de la NBA, devrais-je dire, qui attaque le moins le cercle. Et dans leur pourcentage de réussite dans ces tirs tentés près du cercle, ça n'est que la 15e équipe NBA. Donc on est dans le ventre mou de la ligue pour l'efficacité, et quand on regarde la shooting chart, il y a beaucoup de bleu, et il y a beaucoup de zones où il n'y a rien, où en fait on ne va pas attaquer le cercle. Or, c'est quand même près du cercle que vous avez les points avec le plus haut pourcentage. Donc quand vous voulez aller chercher de l'efficacité offensive en attaque, vous attaquez le cercle. On commence par là. C'est aussi, à contrario, la 11e équipe qui tente le plus de 2 points longs.
Alors c'est quoi un 2 points long? C'est on est au moins à 16 pieds du panier, donc en gros on est à peu près 5 mètres quoi. Dès que vous êtes à 5 mètres. Donc en gros c'est tous les tirs à mi-distance là. Toute cette panoplie de tirs à mi-distance, 11e fréquence d'utilisation du tir à mi-distance de la NBA, et seulement le 18e pourcentage en termes de réussite. Donc déjà à la base, le tir à mi-distance, ça rapporte peu. C'est devenu dans la NBA moderne, toute cette zone-là, la zone à mi-distance, la zone du terrain la moins rémunératrice. Parce que quand vous êtes une bonne équipe à mi-distance, vous êtes à 45%. Et 45%, ça fait du 0,90 points par possession, ce qui est très très bas. Donc on tire beaucoup à mi-distance, et en plus, on insiste beaucoup dans une zone peu efficace, peu rémunératrice, et on a un mauvais pourcentage dans cette zone. Donc là, c'est pire que tout en fait. On va chercher de l'inefficacité dans l'inefficacité. Et puis, au-delà de la ligne à 3 points, on a la 9e fréquence d'utilisation de la NBA. Donc on a une équipe qui tire beaucoup à 3 points, mais qui n'a que le 25e pourcentage d'adresse à 3 points de la ligue. Donc on est encore dans un compartiment qui pourrait être très 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 rémunérateur en efficacité offensive, parce qu'un tir à 3 points c'est un tir bonifié, donc ça peut majorer votre pourcentage au tir réel. Eh bien cette bonification elle est inexistante sur ce début de saison du côté de cette équipe d'Oklahoma City. Donc premier constat, on a une attaque qui n'est pas efficace parce qu'elle existe en étant beaucoup trop loin du cercle. On n'a pas assez d'agressivité vers le cercle, on se contente entre guillemets de jouer loin. Ça peut être effectivement un plan de match parfaitement bien rodé, sauf que les équipes qui font ça, les Houston Rockets, les Cleveland Cavaliers, ils sont à 40% de réussite à 3 points. Donc ils se contentent d'exister au-delà de la ligne à 3 points parce qu'ils ont une réussite au-delà de la ligne à 3 points, ce que OKC n'a pas dans ce début de saison. Et évidemment, ça crée un paradoxe, ou en tout cas ça crée une incohérence qui plonge les qualités d'attaque vers le bas. Et puis il y a une autre chose qu'il faut absolument avoir en tête. C'est-à-dire que quand vous vous contentez de tirer à 3 points, tirer à mi-distance, vous n'êtes pas en agressivité vers le cercle. Donc vous ne provoquez pas de faute, vous n'obtenez pas de lancer franc, et les points bonifiés, les points à haut pourcentage, à 80% de réussite que vous obtenez sur la ligne des lancers francs, eh bien vous ne les avez pas. Et regardez la saison passée, OKC était la 4e équipe de la NBA qui proportionnellement par rapport au volume de tirs tentés le plus de lancers francs, donc on allait marquer des points sur la ligne des lancers. Cette saison, ils sont passés de la 4e à la 17e place. Donc on a dégringolé dans cette capacité à provoquer des fautes, tirer les lancers, et dans le sillage de ce dégringolage, on a été perdre encore en efficacité offensive. Ce qui est très intéressant en ayant ce contexte des lancers francs en tête, c'est de regarder les différents scénarios avec les victoires et les défaites. Sur les 8 victoires d'Oklahoma City sur ce début de saison, on a tenté 27 lancers francs en moyenne sur ces 8 victoires. A contrario, sur les 11 défaites, on passe de 27 lancés à seulement 17. Ça fait un différentiel de 10 lancers francs. À 75-70%, ça fait 7 points. Et regardez le différentiel, il est de 10. C'est quasiment l'explication de cette chute par rapport au nombre de points marqués, parce que quand vous regardez les pourcentages de réussite à 2 points, enfin en général, et à 3 points, il y a un petit écart dans les baisses, un petit écart vers une baisse dans les défaites, ce qui est logique, mais c'est pas finalement si marqué que ça, alors que sur les lancers francs, c'est vraiment très 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 marqué. Et puis, dans un autre registre, quand on regarde les différents scénarios victoire-défaite, on se rend compte que quand Oklahoma City s'impose, eh bien on a un adversaire direct qui est sous les 45% au tir réel, à la pondération des tirs à 2 points et 3 points, au tir efficace, et quand, à contrario, Oklahoma City s'incline, eh bien on passe de 44 à 54. On a un différentiel de 10 points de pourcentage. C'est donc que les scénarios de victoire de cette équipe d'Oklahoma City sont des scénarios de défense. Parce que regardez, dans les victoires, on est en moyenne à 108 points pour 100 possessions, ce qui est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas transcendant. C'est une bonne perf, mais on n'est pas dans l'élite de la NBA dans les rendements offensifs sur les victoires. Par contre,
Là où on est au top dans les victoires, c'est sur la capacité à encaisser moins de 90 points pour 100 possessions. Et à contrario, dès qu'on s'incline, eh bien, on a une attaque qui dégringole et on a surtout une défense qui prend complètement l'eau. Donc, on a très clairement sur le début de saison une équipe d'Oklahoma City qui s'est imposée grâce à sa défense et grâce à sa capacité à neutraliser l'attaque adverse. Et pourquoi je veux vous présenter ça? Parce que ça vous démontre encore une fois que la variable attaque, elle est complètement pour l'instant absente de qualité d'attaque, si vous voulez, sont complètement absents de cette équipe d'Oklahoma City, vraiment pour caricaturer, parce que finalement quand ils ont gagné, on pourrait penser Oklahoma City gagne parce qu'ils mettent tout leur panier en attaque, c'est l'orgie offensive, etc. Non, quand Oklahoma City gagne, c'est surtout que l'adversaire ne met rien. Et Oklahoma City, dans les victoires, a une attaque correcte, mais sans plus. Donc on n'est pas dans des scénarios d'orgie offensive dans les victoires. On est dans des scénarios de musellement total de l'adversaire direct. C'est ce qu'on a très bien vu face aux Warriors. Les Warriors n'ont rien mis, ils ont été complètement muselés et ils ont pris un bouillon. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on comprend finalement qu'il y a un vrai manque dans des qualités d'attaque et que c'est ce manque-là qui pèse beaucoup à cette équipe d'Oklahoma City. Et puis, deuxième explication sur les raisons d'un mauvais départ, eh bien, c'est l'incapacité à trouver de la complémentarité entre les trois stars de l'équipe. On se marche complètement sur les pieds. Carmelo Anthony, sur cette saison, regardez. J'ai pris le shot dashboard, donc c'est la répartition de la sélection de tir de Carmelo Anthony. 45% de son volume total de tirs tentés, ce 45%, c'est des tirs en pull-up, c'est des tirs en sortie de dribble, et il n'est qu'à 43% au tir réel de réussite sur ces tirs en pull-up. On a donc un Carmelo Anthony qui fait majoritairement en attaque, quelque chose où il est le moins efficace. Aberration totale. Et surtout, quand on compare par rapport à la saison passée, 45% de pull-up cette année, on était à 48% la saison passée, 43% d'efficacité au tir cette saison, on était à 44% la saison passée. Donc on a en fait un Carmelo Anthony qui, à Oklahoma City, joue exactement de la même façon que du côté des Knicks. La théorie qui voulait que Carmelo Anthony va arriver, va être la troisième option, il va avoir beaucoup moins d'isolation, il va se concentrer sur le catch and shoot, cette théorie-là, qui était très très belle, et que beaucoup m'ont présenté, eh bien pour l'instant elle n'a pas lieu. On a exactement le même Carmelo Anthony qui monopolise la balle, qui fait plein d'isolation, qui tente des tirs très 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 compliqués et qui derrière fait complètement plomber le niveau offensif de l'équipe. Donc on a un Melo qui finalement ne joue pas moins en isolation du côté d'Oklahoma City, qui n'est pas la troisième option offensive, en tout cas qui ne joue pas comme étant la troisième option offensive, et qui du coup eh bien, a une contribution à l'attaque qui est assez faible, qui est malheureusement assez faible. Intéressons-nous à Westbrook. Sur cette saison, 52% de l'ensemble de ses tirs tentés sont des tirs tentés en pull-up, des tirs tentés en sortie de dribble. Il est à 35% de réussite au tir réel sur ces 52% de tirs tentés. Comme Carmelo Anthony, on a un Westbrook qui fait le plus en attaque, quelque chose où il est le moins efficace de son répertoire d'attaquants. On a encore une aberration. Et surtout, si vous comparez par rapport à la saison passée, on était à 51% de pull-up la saison passée, on est à 52% cette saison, on était à 44% en tir réel, donc c'était déjà pas génial la saison passée, et on tombe à 35% cette saison. Donc, comme Carmelo Anthony, on a un Westbrook qui joue en attaque exactement de la même façon, qui n'a pas fait évoluer son jeu alors qu'il a deux coéquipiers calibre All-Star à ses côtés et qu'il aurait pu effectivement complètement réinventer sa façon de jouer en gommant toutes ces séquences peu efficaces de son jeu d'attaque, en se concentrant notamment sur les drives vers le cercle. C'est un mutant du drive Westbrook. Il est à 61% de réussite sur les tirs tentés à moins de 3 mètres du cercle.
très très belle adresse près du panier pour un arrière, pour un extérieur. Et cette très belle efficacité offensive, il ne l'utilise qu'à 40% de fréquence en attaque. C'est-à-dire que ce qu'il fait le mieux, c'est ce qu'il devrait faire le plus. Eh bien non, c'est pas le cas. Ce qu'il fait le mieux, eh bien il le fait moins que ce qu'il fait le moins bien. Vous voyez où je veux en venir? On est encore dans l'aberration et on est encore dans la recherche de l'inefficacité. Et puis, si on s'intéresse à Paul George, qui est finalement peut-être celui qui, dans son jeu d'attaque, a le plus de pertinence, eh bien, on remarque que ce qu'il fait le plus dans son jeu d'attaque, à hauteur de 39%, c'est du catch and shoot. Et c'est très bien parce qu'il est à 61% de réussite au tir réel sur les tirs en catch and shoot. Donc c'est très très bien qu'il insiste là-dessus. Par contre, malgré tout, eh bien, il est pratiquement à 38% de tirs tentés en attaque qui sont des pull-ups. Et sur ces 38%, il n'est qu'à 43% de réussite au tir réel. Donc on a en fait les trois stars de l'équipe qui usent, abusent et surabusent des tirs tentés en pull-up, des tirs sur lesquels ils ont un très mauvais pourcentage de réussite. On a donc un assemblage de trois super joueurs qui ne donnent pas un trio, qui donnent en fait une somme de trois individualités. Ils ne jouent pas en équipe, ils jouent chacun leur tour. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et pourquoi finalement on en est arrivé là? Pourquoi ça ne prend pas? Eh bien parce que cette équipe d'Oklahoma City, c'est l'équipe de la NBA qui, en moyenne par match, produit le moins de passes. Je ne vous parle pas de passes décisives, je vous parle de la passe. Je donne à un coéquipier. 30e équipe de la NBA pour le nombre de passes générées en moyenne par match. Et c'était déjà le cas la saison passée. Oklahoma City était déjà la 30e équipe qui produisait le moins de passes la saison passée. On a donc une attaque d'Oklahoma City qui n'a pas du tout évolué alors que le personnel à disposition avait lui énormément évolué. On a réutilisé les mêmes recettes de la saison passée, alors qu'on avait Paul George et Carmelo Anthony qui arrivaient, qu'il fallait réinventer l'attaque, qu'il fallait se réinventer, proposer des solutions, proposer du mouvement. Rien de tout ça n'est arrivé. On continue à jouer de la même façon, très figé, très statique. Et évidemment, quand vous ne créez pas de danger sans ballon, alors qu'ils ont des joueurs pour, des Paul George qui restent sur le côté faible, vous savez très bien que si vous défendez sur lui, venir aider, ça va être compliqué. Parce que si vous venez aider, vous le laissez tout seul, il sera servi, il va vous planter un 3 points. Eh bien non, on n'exploite pas ces failles-là. Résultat, cette équipe d'Oklahoma City, c'est l'équipe qui, en moyenne, tente le plus de séquences d'isolation de toute la NBA, forcément. C'est la contrepartie de cette non-production de passes. On est à 13% de fréquence d'utilisation de l'isolation, sauf que on n'est qu'à 50% de percentile. C'est-à-dire qu'on est en indice 50 sur les performances d'attaque sur de l'isolation. Ça veut dire qu'on est dans le ventre mou de la NBA. Là où les autres équipes qui utilisent beaucoup l'isolation, type les Rockets, type les Cavaliers, eh bien, font partie des meilleures équipes de la NBA dans ces séquences où on fige un petit peu l'attaque. Pourquoi ça marche aux Rockets et aux Cavs? Pourquoi ça marche pas aux Thunder? Parce que du côté des Rockets, eh bien, on a un Harden qui joue en isolation. Si la défense monte pas sur lui, il tire à 3 points, il est à 40%. Si la défense monte sur lui, il attaque le cercle. S'il n'y a pas d'aide, il va au bout. Et s'il y a une aide, il ressort sur un coéquipier tireur qui vous met le 3 points. Donc on a une mécanique de l'isolation qui peut être pertinente, parce qu'il y a tous ces scénarios-là. Du côté des Cavs, c'est la même chose avec LeBron James. James, il fixe. S'il peut, il va au bout et il finit en lay-up à 70%, je crois, de réussite près du cercle, des pourcentages de mutants. S'il y a une aide, il ressort sur le tireur. Du côté d'Oklahoma City, on joue en isolation, sauf qu'on fait un step back à 3 points, où on tente un 2 points long, contesté. Le niveau d'efficacité, forcément, n'est pas le même. Et vous avez finalement des taux d'utilisation qui sont d'un côté pertinents, des taux d'utilisation de l'isolation d'un côté pertinent et du côté d'Oklahoma City parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'on ne prend pas les bons choix dans la sélection de tir, qu'ils le sont beaucoup moins. C'est factuel, c'est là, c'est sous nos yeux. Et puis, autre chose qui doit achever de vous convaincre que cette surutilisation de l'isolation, c'est juste pas possible. Dans le top 11 de la NBA
des joueurs qui font le plus d'isolation en moyenne par match, on retrouve les 3 joueurs d'Oklahoma City. Dans le top 11 de la NBA, vous avez 3 joueurs issus de la même équipe. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible de jouer chacun son tour en isolation et les autres regardent. C'est juste pas possible. Et ce qui est encore plus inacceptable, c'est que mis à part Westbrook, qui a un percentile à 68, 67,7, c'est-à-dire qu'il est meilleur que 68% des autres joueurs de la NBA dans ses séquences d'isolation, mis à part Westbrook, qui finalement est pas mauvais quand il fait de l'isolation, et encore, quand je dis pas mauvais, c'est du 1 point par possession. Parce que l'isolation, ça ramène pas grand-chose. Mis à part Westbrook, eh bien regardez, vous avez Carmelo Anthony qui est à 37 de percentile, Paul George qui est à 29. Donc on a les 2 autres qui sont effectivement des machines à isolation, qui sont dans l'inefficacité totale. Et ça n'est pas viable. On ne peut pas gagner en attaquant chacun son tour. Ça n'est juste pas possible. Vous ajoutez à ça une équipe qui, sur ce début de saison, est passée de la première place, meilleure équipe de la NBA au rebond, à la 19e, et effectivement, vous avez tous les ingrédients pour un début de saison compliqué, pour un mauvais départ. On a une attaque qui est toujours beaucoup trop statique. On a des joueurs qui existent en tentant des choses beaucoup trop loin du cercle. On a une complémentarité qui est faible, parce que finalement, Melo, George, Westbrook, ils font chacun leur tour de l'isolation avec des séquences où pull-up en sortie dribble, je tente un 2 points long ou je tente un 3 points. Ils ne jouent pas ensemble, mais chacun leur tour. On a beaucoup moins de rebonds offensifs pour rattraper les maladresses. Parce que qu'est-ce qui se passait la saison dernière? Westbrook, il faisait plein de pull-up à 44%, mais derrière, un Canter allait arracher ou Gibson allait arracher un rebond offensif et remarquer derrière, et finalement sur la même possession, eh bien, on arrivait à trouver un panier. Eh bien, cette année, ça n'est pas le cas, parce qu'on a perdu en qualité de rebond. Je vous en avais parlé dans l'acquisition de Carmelo Anthony. Ajoutez à ça un coaching staff qui semble dépassé. Je veux dire, c'est pas compliqué de regarder les stats et pour comprendre que l'attaque, ça va pas du tout. Donc, c'est pas compliqué de lancer un petit peu plus de séquences où il y a du mouvement. Mais c'est pas le cas. On a des joueurs qui semblent un peu livrés à eux-mêmes, un Billy Donovan qui semble ne pas avoir d'emprise sur le groupe. Et effectivement, ça paraît compliqué avec toute cette addition de choses qui sont un petit peu moyennes, voire médiocres. Ça paraît compliqué d'espérer faire un meilleur départ dans cette saison 2017-2018 que celui qui a été proposé par cette équipe d'Oklahoma City. Donc il faut là impérativement un nouveau souffle, notamment pour fluidifier l'attaque, pour offrir aux joueurs des solutions avec des paniers clés en main, avec des séquences où il y a par exemple un backdoor et on va envoyer un joueur au lay-up, où il y a des sorties d'écran avec plus de catch and shoot, où il y a plus de paniers clés en main, plus de paniers où on va maximiser la potentialité d'avoir un bon pourcentage, plus de mouvements, plus de jeux sans ballon. N'oubliez pas que cette équipe d'Oklahoma City, elle est dans une logique à très court terme. On est en win now, on gagne là en 2018, où derrière on fait face à l'imprévu. L'imprévu, c'est Paul George s'en va, Carmelo Anthony s'en va, et il ne reste plus que Westbrook et Steven Adams qui dansent une valse au milieu de la Chesapeake Arena. Donc il va falloir se ressaisir assez vite. Comme je le disais en introduction, ça n'est que les 25 premiers pourcents de la saison régulière, donc on a encore largement le temps de rebondir, mais au vu de toutes les choses que je vous ai présentées qui sont à corriger, il y a du boulot. Il y a du boulot et je vois pas bien à quel moment cette équipe d'Oklahoma City va avoir le temps pour comme ça, entre guillemets, se réinventer. J'ai peur qu'on soit arrivé au bout d'un cycle avec Donovan et que ce que Donovan ait à proposer à cette équipe, il l'ait déjà proposé. Comment réussir à se réinventer en gardant les mêmes? Et comme OKC est dans une logique à très court terme, ça paraît compliqué pour eux de changer de coach. Parce que changer de coach, c'est en fait renoncer à la saison en cours pour avoir une projection sur la saison d'après. D'autant que le premier assistant de Billy Donovan, c'est Maurice Cheek.
qui, si vous regardiez la NBA il y a quelques années, n'est pas du tout un coach, quand il coachait les Blazers ou les Sixers, qui proposait quelque chose de très fluide en attaque. C'est un peu la philosophie de Donovan. Donc voilà, c'est vraiment un début de saison compliqué, un mauvais départ qui, je l'espère, ne va pas se confirmer dans la durée, parce que moi je ne souhaite l'échec de personne, et plus le niveau moyen de la NBA, plus il y a d'équipes compétitives, mieux c'est, parce que ça relance l'intérêt des matchs et ça offre un maximum de suspense. Donc voilà, le cas Oklahoma City est assez intéressant. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à corriger, il y a du boulot, on suivra ça de près, est-ce que les correctifs vont arriver? Si l'adresse revient, ça sera déjà un énorme bonus, mais l'adresse ne tombe pas du ciel. On peut effectivement aller à l'église tous les matins en espérant avoir de l'adresse. Il y a un moment, il faut maximiser son adresse en prenant les bons choix en attaque. Est-ce que ces bons choix seront pris? On suivra ça de près. Merci de votre fidélité, bon match à tous.